Quand on est chercheur, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Élodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Après un diplôme d'ingénieur et un master de recherche à l'École nationale supérieure d'arts et métiers, Éloi Gattet a cofondé sa start-up Mercurio, qui propose des services de numérisation massive sur mesure d'œuvres d'art. Il va nous raconter son aventure. Bonjour Éloi, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi ? Très très bien. Je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Eh ben moi aussi. Alors, comment t'es venue l'idée de Mercurio et de faire de la numérisation massive d'œuvres d'art ? Alors, avant de faire de la numérisation massive, c'était déjà de la numérisation. En fait, j'ai toujours été intéressé par les technologies au sens large et le patrimoine au sens large, on va dire. C'est peut-être le fait d'avoir grandi avec l'intégrale des sciences et vie à côté de ma chambre. Mon grand-père et mon père sont abonnés depuis l'existence du magazine, et du coup, je feuilletais ça un peu tous les soirs au lieu de lire des bouquins. Ouais. Et finalement, la vie m'a amené à faire mes études à Cluny, dans l'abbaye de Cluny, et je me suis retrouvé au cœur finalement de la technologie et du patrimoine, et c'est là que le déclic, on va dire, est apparu. Mm-hmm. Lorsque je faisais mes études, il y avait un projet qui consistait à faire la maquette numérique de l'abbaye à son apogée. Ouais. Et il faisait un petit partenariat, il y avait une sorte de collaboration avec les élèves, et c'est là que j'ai découvert la technologie qui s'appelle la photogrammétrie, qui permet de faire de la 3D à partir de photographies. Et finalement, je me suis rendu compte que je sais pas, il y avait quelque chose, j'étais à un moment charnière où on pouvait faire de la numérisation 3D avec quasiment la même qualité que des scanners laser qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. On pouvait faire de la numérisation 3D finalement juste avec un appareil photo et un ordinateur. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et cette idée, elle est venue à quel stade de ta carrière du coup ? On peut pas vraiment parler de carrière parce que j'étais encore étudiant quand l'envie m'est venue, et finalement j'ai orienté mes stages de fin d'études et mes premières années de travail autour de cette technologie et de cette envie d'innover dans ce domaine. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon stage de fin d'études au CNRS, dans un laboratoire qui développe des technologies pour les professionnels du patrimoine, qui s'appelle le laboratoire MAP, à Marseille. Donc je suis parti vivre à Marseille vraiment dans ce but-là, et à la base c'était pour un stage de 3 mois, ça fait 10 ans, je suis jamais reparti de Marseille. Et avec l'idée de monter ta boîte derrière, avec cette techno ? Absolument. C'est un projet qui se fait pas tout seul, évidemment, de monter une société. Et en l'occurrence, j'ai mis carte sur table dès le début lorsque je suis arrivé dans ce laboratoire. J'en ai discuté avec celui qui allait devenir aujourd'hui le directeur du laboratoire. Et je lui ai annoncé que moi j'avais envie je venais au CNRS finalement pour un jour créer ma société. Donc être dans un environnement d'innovation pour arriver à trouver finalement la technologie qui me permettrait de créer ma société à terme. Et c'était très osé de sa part de me donner un feu vert et de m'accorder sa confiance. Donc son nom c'est Livio De Luca, il est aujourd'hui directeur du laboratoire. Et à l'époque, quand on a eu cette discussion, ça faisait 2 mois que j'étais en stage dans le labo. Et il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux faire une thèse ou est-ce que tu veux monter ta boîte ? Et il avait vu très clair en moi, on va dire, dès le début. Et je lui ai demandé s'il y avait un piège. Il m'a dit non, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, surtout que généralement, de ne pas poursuivre en recherche, c'est un peu mal vu, on va dire. C'est ça. Et c'était d'autant plus mal vu en 2011. L'innovation et l'entrepreneuriat au CNRS en 2011, c'était quelque chose qui était encore un petit peu tabou, qui n'était pas forcément... je vais pas dire encouragé ni découragé, mais voilà, c'était quelque chose qui ne se faisait pas, ou très peu en tout cas. Et donc c'était très visionnaire de sa part de voir les choses changer comme elles sont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le CNRS est extrêmement moteur dans le transfert de technologie vers des startups. C'était pas le cas il y a 10 ans. Oui, effectivement, donc c'était un peu d'avant-garde. Tu me disais, on monte pas sa boîte tout seul. Tu avais un associé comment ça s'est passé ? Comment tu l'as rencontré ? Eh bien, le deal, on va dire, avec le directeur du labo, c'était
il me trouvait un poste d'ingénieur recherche dans le laboratoire sur des petits projets. Donc j'étais un petit peu l'homme à tout faire dans le laboratoire. J'ai fait un peu de numérisation, un peu de web, j'ai fait plein de choses finalement pendant les 2-3 ans qui ont suivi mon diplôme. En attendant finalement une opportunité qui est apparue en 2015 lorsque le CNRS a lancé le programme de prématuration qui avait vraiment pour but d'encourager justement le transfert de technologie. Et j'ai candidaté, j'ai été lauréat cette année-là, et c'est ça qui a permis de me lancer. Donc de 2015 à 2017, j'ai enfin pu travailler sur mon projet, mes idées en fait, et mon invention qui est donc un scanner 3D qui permet de numériser des grandes collections d'objets et qui permet d'acquérir la 3D et aussi la réflectance, enfin la propriété optique de l'objet, donc d'avoir des modèles 3D photoréalistes de manière automatique. Tout en étant toujours au CNRS. Donc ça, c'était au CNRS. Le but de programme de prématuration, c'était prototype brevet. C'est l'objectif du programme de prématuration, c'est d'aboutir à un prototype et un brevet. Et donc c'était évidemment mon objectif aussi pour pouvoir créer ma société. Et c'est ce qui s'est passé finalement. J'ai fini par déposer un brevet au bout d'1 an et demi. J'avais pas encore de prototype, j'étais plus proche de la preuve de concept, on va dire. Et c'est là que s'est terminé mon contrat au CNRS et que finalement je me suis lancé vraiment dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai touché mon premier mois de chômage et j'ai accessoirement pris aussi un mois de repos parce que ça a été épuisant, cette première étape d'inventer une technologie, on va dire. Et c'est là que du coup j'ai rencontré mon premier associé avec qui j'ai travaillé pendant presque 1 an pour fabriquer le premier scanner. Tu l'as rencontré comment du coup ? C'était un ami. On avait discuté plusieurs fois. Je savais qu'il avait envie de créer sa boîte. Il avait un profil d'économiste, donc complémentaire au mien. Donc on a travaillé pendant 2 ans ensemble jusqu'à ce que lui arrête l'aventure et il y a 1 an et demi maintenant. Donc on a fait plein de choses ensemble. On a surtout travaillé à fabriquer ce premier scanner Mercurio et négocier la licence de brevet. Ça nous a pris énormément d'énergie, de temps, et c'est ça qui a un peu participé aussi à son départ, parce que ça a été vraiment quelque chose de difficile, on va dire, pour nous. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul il y a 1 an. D'accord. Négocier la licence de brevet, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Parce que la licence, c'est le CNRS qui l'avait ? En fait, j'ai été employé par le CNRS pour faire cette invention, donc évidemment que l'invention appartient au CNRS. Même si je suis inventeur du brevet, c'est l'employeur qui est propriétaire de la propriété intellectuelle. Et donc pour pouvoir exploiter ce brevet, il me faut une licence. Et donc cette licence, ça a pris presque 2 ans pour obtenir la licence du brevet. Ça a été une négociation extrêmement difficile parce qu'en même temps, il fallait aussi faire tout le reste et ça nous a pris un temps phénoménal en fait. Et c'est là où tu t'es retrouvé tout seul, toi, c'est ça, à partir de mai 2019 ? Voilà, je me suis retrouvé tout seul à partir de mai 2019 avec une licence de brevet et une technologie donc, qui avait presque 3 ans, le scanner donc, qu'on avait fabriqué et qui ne fonctionnait toujours pas vraiment, en tout cas qui ne pouvait pas être exploité commercialement. En plus de ça, l'été 2019, j'étais papa, donc ça a rajouté encore un peu de challenge et ça m'a fait un peu revoir, on va dire, les priorités. Et finalement, j'ai trouvé un second souffle, on va dire, à la rentrée 2019, et j'ai laissé tomber provisoirement la technologie de ce scanner 3D que j'avais inventé au CNRS pour me concentrer vers finalement ce qui allait dans ce scanner. Donc, comme je le disais, ce scanner Mercurio, c'est une sphère qui permet de numériser en 3D avec des images rééclairables, enfin, de faire un modèle 3D rééclairable. Et finalement, je me suis concentré sur ce qu'il y a dans ce scanner, c'est-à-dire de la 3D d'un côté et de l'image rééclairable de l'autre. Rééclairable Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais essayer de... Non, mais rééclairable... Attends, je vais essayer, tu vas me dire si j'ai bon. C'est en gros, on peut artificiellement remettre de la lumière dessus, comme dans la vraie vie, en fait. Faut imaginer, c'est presque ça. Faut imaginer que tu as une lampe de poche dans la main et que tu la fais bouger autour de l'objet. D'accord. C'est vraiment... Donc, c'est une photographie 2D sur laquelle on peut venir faire bouger la lumière comme si on avait une lampe de poche. L'objectif de Mercurio et de ma sphère, c'est un jour de fusionner la 3D et les images rééclairables. Pour l'instant, j'y arrive pas, tout simplement. Il y a beaucoup de verrous à lever. L'état de l'art me dit que je pourrais y arriver un jour, parce que c'est pour ça que je me suis lancé et que j'ai déposé un brevet. Mais en l'occurrence, l'algorithmie est beaucoup trop complexe pour l'instant pour arriver à fusionner tout ça.
Donc pour l'instant, je me concentre à faire d'un côté des images rééclairables et de l'autre des modèles 3D simples qui contiennent la texture, mais pas la brillance de l'objet. Donc finalement, ce que tout le monde fait en 3D aujourd'hui. À la différence tout de même que j'ai 10 ans d'expérience dans la numérisation du patrimoine et que donc je sais faire des dispositifs qui sont adaptés au plus près aux besoins concrets des conservateurs, des restaurateurs. Donc c'est des dispositifs qui sont forcément transportables, qui sont automatiques, faciles à utiliser et qui permettent d'apporter le juste résultat par rapport aux besoins. Ça sert à rien d'aller numériser au micron quand ce qu'on veut c'est de l'inspection morphologique à grande échelle. Voilà, c'est vraiment l'idée d'adapter au plus près possible le dispositif que je conçois pour les chercheurs. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après 2019 Donc tu t'es retrouvé tout seul, tu as décidé de couper cette techno au final en 2 parties, c'est ça ? C'était 2 parties qui existaient déjà et que je cherchais à fusionner. Et finalement, je me suis dit, je vais déjà faire du business avec ces 2 technologies séparément. Ouais. Parce que elles existent, elles sont là, elles sont prêtes et elles fonctionnent. Ouais. Du coup, en septembre, quand j'ai dit, je suis tout seul, j'ai un enfant, je réduis la voilure, je vais me passer à des technologies existantes. Je vais pas dire éprouvées parce qu'elles sont quand même encore très expérimentales. Et donc, je suis allé chercher à nouveau des financements auprès de la BPI, cette fois-ci sous la forme juste d'une bourse French Tech. Et en plus de ça, j'approchais du 2e anniversaire de la création de l'entreprise, ou du 1er anniversaire, je sais plus. Non, du 1er anniversaire. Et sachant qu'on ne peut prétendre à une bourse French Tech que la première année, j'ai dû monter un projet en l'espace de 2 semaines. Et donc j'ai eu 25 000 euros de subvention, donc pour un projet d'à peu près 40 000 euros de recherche sur donc des dispositifs d'acquisition d'images rééclairables que j'invente. D'accord. J'ai aussi eu un financement de la part du ministère de la Culture dans le cadre d'un projet qui s'appelle Service numérique innovant, donc qui consiste à développer un service numérique en partenariat avec un acteur culturel. Donc là, j'ai reçu l'appui du musée d'histoire de Marseille. Et du coup, l'année 2020 est arrivée, comme ça, avec ces 2 financements, ces 2 gros projets qui étaient donc le BPI, French Tech, ces 2 projets, ces projets de dôme d'un côté et de service numérique de l'autre, que je pouvais assumer tout seul pour l'année 2020. Sans compter qu'on avait une pandémie qui nous pendait au nez. Oui, tu as repris un peu à zéro, c'est ça, en fin 2019, grâce à ces financements et puis au fait de réduire la voilure, comme tu disais, pour pouvoir faire ça tout seul. Et puis, effectivement, 2020 est arrivé. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé comme chacun confiné. Ouais. J'étais confiné avec un petit bambin de 10 mois et je vous laisse imaginer la difficulté pour travailler. En fait, c'était juste impossible. Ce qui n'était pas dramatique en soi parce que, étant donné que j'étais seul dans Mercurio, il n'y avait pas non plus de coûts trop importants. La société pouvait survivre, on va dire, à cette période sans entrée d'argent. De toute façon, il n'y avait pas d'entrée d'argent de prévue. Donc voilà. Et ce burn-out, ça m'a duré jusqu'à la fin de l'été, où j'ai recommencé à travailler en septembre, finalement. Mm-hmm. Et en reprenant à nouveau, en refaisant table rase, j'ai toujours ces projets financés par le ministère de la Culture et par la BPI, mais qui ont été mis complètement en suspens depuis début mars, parce que j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais pas assumer de continuer Mercurio tout seul, donc je me suis mis en quête d'un nouvel associé. Et avec le deal que j'ai fait avec ma chère et tendre et mon entourage, de dire que si fin décembre j'avais personne, je mettais la clé sous la porte. Okay. Et le destin a frappé à ma porte parce que j'ai rencontré donc Fabrice qui m'a rejoint dans l'aventure début novembre, mais on s'est rencontrés en octobre. En fait, donc Fabrice, je l'ai rencontré parce que je cherchais, j'ai passé le mot autour de moi. Ça, je sais pas exactement comment ça s'est fait. Je pense que la rencontre d'un associé, il y a pas vraiment de règles pour ça. Ouais. Il faut simplement chercher. Faut pas se décourager. Et à un moment donné, il y a des pistes qui vont s'ouvrir. Et en l'occurrence, j'ai contacté une connaissance dont je savais qu'elle avait des compétences qui m'intéressaient pour ça. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai déjà un projet. Par contre, il y a mon compagnon qui correspond au profil que tu cherches. Faudrait que vous vous rencontriez. Ok, donc tu as rencontré Fabrice, ce 3e souffle, et ça a permis de relancer au final Mercurio. Ça a permis de lancer énormément de choses. Notamment, j'avais été contacté par l'établissement public Notre-Dame pour la numérisation de blocs qui sont tombés et qui souhaitaient réutiliser pour une reconstruction numérique. J'étais
pas dans l'état d'esprit de me lancer dans ce genre de projet. Et je savais pas si j'étais capable en fait de lancer ce projet. Et l'arrivée de Fabrice, ça m'a permis de lui transmettre la charge que j'avais de gérer tout le reste pour pouvoir me concentrer vraiment sur Notre-Dame. Et Notre-Dame, ça a été un vrai défi en termes de timing parce que j'ai eu moins d'un mois pour dessiner, concevoir, fabriquer un scanner et l'emmener sur site. Et ça a été une réussite. J'y étais mi-novembre pendant 10 jours. Et j'ai scanné les 40 blocs qui étaient prévus dans le temps prévu. Donc c'était vraiment un beau projet qui remonte le moral. C'est ce que j'allais dire. Ça a dû faire du bien au moral, surtout que c'est un magnifique projet quand même. Oui, c'est vraiment impressionnant de travailler sur le chantier Notre-Dame. C'est quelque chose de très émouvant. Enfin, je me suis vraiment senti privilégié d'être dans ce lieu et quand je sortais le soir du barnum dans lequel je travaillais, que j'étais sur le parvis de Notre-Dame, je disais waouh, en fait c'est pour ça que je fais ce métier. Ça t'a remis, donc fin 2020 au final t'as remis un petit peu sur les rails. Complètement. Et au-delà de ça, alors j'ai pas précisé, mais en fait j'ai intégré l'incubateur du patrimoine, qui est un dispositif mis en place par le Centre des Monuments Nationaux, dans le cadre d'un projet un peu expérimental de créer des images rééclairables sur des bijoux ou des joyaux. Et par exemple, ce projet-là, donc j'étais lauréat cet été de l'incubateur que j'ai intégré en septembre. Et finalement, l'arrivée de Fabrice, ça m'a permis de réenvisager ce projet avec beaucoup plus d'envergure. On a complètement réécrit le projet et grâce à lui, on a aujourd'hui un super projet. Alors, je peux pas trop en dire pour l'instant, mais on a vraiment un super truc qui va arriver là d'ici le mois de juin 2021. Et je suis très impatient de voir ce que ça va donner. Et c'était quelque chose qui, à la base, était... Vraiment, j'avais candidaté à l'incubateur du patrimoine pendant le confinement, sans trop y croire, sur une idée qui me trottait derrière la tête. Et maintenant qu'on est deux dans l'aventure, on a dit, OK, ce projet-là, il est lancé. On a tout ce qu'il faut. Pourquoi faire petit quand on peut faire grand ? Et du coup, voilà, on va faire grand. Super. En fait, voilà, c'est une histoire où effectivement, on peut en tirer que c'est pas forcément toujours très facile. Mais si on s'accroche, il y a de happy ending au beginning. En tout cas, ça relance. Il y a un nouveau souffle que tu as reçu en 2020. Donc ça, c'est assez chouette. Est-ce que si tu regardes ton parcours, est-ce que tu aurais quelque chose que tu aurais fait différemment ? Quelque chose qui aurait permis de me faciliter la vie au final, et maintenant je sais. J'ai pas su globalement utiliser les aides dont je disposais quand j'en disposais. Je l'ai pas précisé, mais j'ai été incubé pendant 2 ans à l'incubateur Impulse de Marseille, qui a été un super accompagnement. Et je pense que j'ai pas su exploiter à la juste hauteur les ressources qui étaient mises à ma disposition. Aujourd'hui, je me rends compte des fois, je me dis, tiens, c'est dommage que je sois plus incubé, que c'est normal, ça se termine. Une incubation, c'est 2 ans. Et encore, déjà 2 ans, c'est long. Voilà, je pense que j'aurais aimé mieux exploiter les ressources dont j'ai bénéficié. Ça, c'est vraiment quelque chose que je referais différemment. Et l'autre chose, c'est surtout d'aller voir des clients beaucoup plus tôt et d'arrêter de surimaginer, de surdévelopper des technologies très complexes, alors que dès le jour 1, j'avais déjà des choses que je pouvais vendre, à savoir la 3D et des images rééclairables. Je pouvais le faire en janvier 2017 quand j'ai commencé l'aventure. Ouais, c'est marrant, ça, on l'entend souvent. Au final, pas trop rester sur une idée et pas trop travailler la technique, aller vite voir les clients, discuter, parce que souvent même ça permet de façonner cette idée. Exactement. Et de la transformer un petit peu. C'est drôle, on entend ce conseil assez souvent. On va bientôt arriver au mot de la fin. Est-ce que tu as un dernier conseil peut-être pour ceux qui hésitent à se lancer ? C'est très important de le faire. Alors, de le faire avec l'accord et l'accompagnement. J'ai la chance d'avoir une amie formidable, et la maman de mon petit garçon, qui est vraiment une partenaire dans la vie et qui me suit depuis le début. Je pense qu'elle a souffert presque plus que moi dans ce projet. Donc c'est important d'être bien accompagné, d'en parler avec celui ou celle qui nous accompagne dans la vie et d'être honnête par rapport à ça, parce que tout seul on n'y arrive pas.
Ouais, c'est ce qu'on peut retirer de ton histoire, que tout seul, c'est difficile. Tout seul, c'est difficile, mais que ça soit à la maison ou au travail. Ouais. Voilà, c'est important d'en discuter régulièrement, de faire le point, et puis d'être honnête par rapport à ça. En l'occurrence, ma chère et tendre avait vu depuis janvier que ça me pendait au nez de faire un burn-out, et pourtant elle est restée à m'accompagner, à me soutenir, et à travers toute cette étape de maladie, on va dire. Et aujourd'hui, on en sort grandi. Ça a quand même été une sacrée épreuve. Ok. Merci beaucoup, Éloi. On va suivre les aventures de Mercurio, et merci pour ce témoignage. Mais je vous en prie, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.